Bonjour à tous. Je voulais remercier déjà les gens qui se battent pour que le THS vive et reste un modèle de démocratie sanitaire sur des questions aussi difficiles. Donc merci Arcade, merci Jean-Pierre. Je vais essayer de vous montrer qu'il faut se battre pour qu'il y ait la poursuite de l'inégalité dans l'accès aux soins et dans la prise en charge des hépatites virales. C'est un peu provocateur et ce que je vais vous présenter, c'est le fruit de 15 ans de travail d'SOS Hépatite et de confrontation entre des usagers, des partenaires, et aujourd'hui une réflexion qui va au-delà de nos frontières, puisque hier on a encore travaillé avec des représentants de la société africaine sur la francophonie autour des hépatites. Vous avez un sexe, du sang, un foie et des veines, alors vous êtes concernés, et je voudrais à tous vous souhaiter un bon anniversaire, parce qu'en 2011, le sida a 30 ans, et l'hépatite C, c'est 91. Ça fait 20 ans, ça fait deux beaux anniversaires à souhaiter. Et c'est vrai que c'est important de rappeler tout le progrès qui a été fait, et particulièrement l'OMS. Alors l'OMS, je les remercie parce que c'est des gens qui bossent énormément, ça j'ai aucun doute là-dessus, mais ils avaient 3 priorités de lutte contre les maladies transmissibles, c'est le paludisme, le VIH et la tuberculose. Ils avaient juste oublié les hépatites virales. Et pendant 10 ans, on a fait du lobbying en disant que vous n'avez pas le droit d'oublier les hépatites virales. Et maintenant, depuis un an, l'OMS a reconnu les hépatites virales comme la 4e cause de maladie transmissible. Et on s'en félicite, sauf qu'ils ont oublié de mettre un budget en face. Donc on n'a absolument pas de budget, aucune action qui peut être proposée. Alors l'OMS est fière de ces actions qu'elle a menées sur ces programmes de lutte prioritaires. Le VIH, vous savez, depuis 2 ans, ils nous ont fait la démonstration que l'épidémie pouvait être contenue dans un certain nombre de pays, et ça on en est très fiers, on en est content, on voit un espoir naître dans les années à venir. La tuberculose, hier matin, dans son rapport annuel, l'OMS a montré que la tuberculose, pour la première fois depuis 15 ans, reculait. On est passé de 9 millions de nouveaux cas à 8 700 000. Donc il y aurait un effet de toutes les stratégies de l'OMS, de la prise en charge des résistances, etc. Et on a envie maintenant que l'OMS s'attaque aux hépatites virales et au paludisme, à la recherche sur le vaccin, par exemple. L'inégalité, je vais essayer de vous la traiter en France, en Europe, et puis de vous donner quelques repères à l'échelon mondial. Alors, l'inégalité en France, c'est une inégalité entre les génotypes. On vous a dit tout à l'heure, ce n'est pas le patient qui décide, aujourd'hui c'est son virus. Et quand on est infecté, qu'on est malade, ça a quelque chose de violent, d'insupportable. Et il y a 10 ans au THS, je rappelais avec de l'humour que ce n'est pas le patient qui était qualifié, mais le virus. Quand on lui disait qu'il était répondeur virologique précoce, ce n'est pas le patient qui était répondeur, c'était son virus. Et par contre, quand le traitement ne marchait pas, le patient est déclaré non répondeur. Et comme on a progressé énormément en hépatologie, aujourd'hui, on parle même de répondeur nul. À quand un ouvrage, la trithérapie pour les nuls? On l'attend avec impatience. Mais je pense que là aussi, le milieu médical doit être vigilant parce que c'est violent de se faire traiter de répondeur nul. Je pense que les mots sont importants et qu'il faut qu'on trouve d'autres terminologies pour pouvoir parler des patients. Une inégalité entre les malades. Effectivement, l'accès aux soins en France est différent d'un patient à l'autre. Et ça, je crois qu'effectivement, l'usager de drogue n'a pas encore le même accès. On le sait depuis les études de Manif 2000 à Marseille qui avaient montré que les usagers de drogue n'avaient pas le même accès au traitement VIH que Monsieur Tout-le-Monde. Il en est de même aujourd'hui, malgré tous nos efforts pour les usagers de drogue dans l'hépatite C. Donc il y a encore du travail à faire. En fonction de votre lieu d'habitation, il y a de grandes différences. Et là, je veux juste vous rappeler qu'il y a 2 ans, en santé publique, on a publié un rapport en cancérologie qui a été repris par l'INCa et qui avait montré qu'en fonction de votre lieu d'habitation, quand vous aviez un cancer, en mettant tous les critères identiques, si vous habitiez à plus de 50 km d'un centre anticancéreux, votre espérance de vie était de 50% inférieure quand vous étiez à 50 km que si vous habitiez à côté d'un centre anticancéreux. Donc l'accès aux soins, il est directement lié à effectivement votre distance par rapport au centre d'expertise. À l'heure d'aujourd'hui, quand on crée des centres d'expertise qui sont répartis tous les 100 km à peu près sur le territoire en hépato, qu'est-ce qui va se passer pour les gens qui sont loin et qu'est-ce qui va se passer quand on n'aura plus accès aux bons de transport puisque la sécurité sociale, depuis le 1er avril, a limité l'accès aux bons de transport? Comment vont faire les usagers qui sont parfois suivis en proximité s'ils doivent aller dans des centres d'expertise? Je pense que ça reste un vrai problème et ça va créer encore plus d'inégalités en France. En fonction du statut social, il y a aussi une inégalité. Quel est le statut des patients et l'accès au traitement en prison ou dans l'Hexapa?
On a vu tout à l'heure qu'on pouvait traiter effectivement avec des thérapies combinées à 3 molécules avec des antiprotéases. Comment on va faire dans une prison pour prendre un traitement toutes les 8 heures en mangeant un peu gras, avec des traitements qui parfois on nous demande de les conserver au frigo. Enfin voilà, ça va être très compliqué. Pourtant, ça ne doit pas être un frein, on est tous d'accord là-dessus. Il faut qu'on puisse traiter de la même façon à l'intérieur des prisons qu'à l'extérieur. Il faut qu'on n'ait pas peur de traiter dans l'Exapa. Or, ce que moi j'entends aujourd'hui, c'est que dans l'Exapa, il commence à y avoir des peurs avec les nouveaux traitements, les érythèmes, etc. Les gens deviennent frileux sur les thérapies combinées. Or, ce n'est pas la dynamique, c'est on peut mieux traiter. On ne doit pas créer avec les nouveaux traitements des inégalités, mais plutôt de l'accès facilité aux soins. Je voudrais dire aussi par rapport au XAPA que, par exemple, on a découvert, nous, à SOS Hépatite, qu'il y avait une ligne budgétaire qui avait été faite sur la vaccination pour l'hépatite B, gratuite dans les XAPA. Or, aujourd'hui, quels sont les XAPA qui vaccinent contre l'hépatite B? Il y en a très peu. Quand on parle de l'éradication virale possible de l'hépatite C dans 25 ans, je vous rappelle juste qu'on pouvait éradiquer l'hépatite B et qu'elle est toujours en stand-by chez nous parce qu'on ne s'y est pas collé. Aujourd'hui, on sait qu'il n'y a plus de doute sur le vaccin. Alors quand est-ce qu'on se met tous à vacciner en médecine générale, dans l'Exapa, dans les hôpitaux? Et je pense que c'est un projet qu'il faut avoir tous ensemble. L'inégalité au niveau de l'Europe, c'est l'accès aux tests non invasifs. Quand vous discutez avec différents pays européens, tout le monde n'a pas accès aux fibroscan, tout le monde n'a pas accès de la même façon aux fibrotests, aux fibromètres. Ça, c'est un vrai problème. Et je pense que là encore, l'inégalité, elle doit se faire dans l'accès aux mesures non invasives. Les greffes, alors, si on faisait le test dans l'Exapa, combien avez-vous de transplantés hépatiques? Il reste exceptionnel. Or, aujourd'hui, la question de l'accès à la greffe pour les cirrhoses alcooliques est un vrai débat. On a des publications d'hépatologie qui nous montrent qu'il n'y a pas forcément besoin d'être abstinent pour pouvoir accéder à la greffe. Mais comment ça se remet en débat avec la dictologie? Comment on va réfléchir l'accès à des greffons au niveau européen? Comment on va développer l'accès à des greffes intrafamiliales à partir de donneurs vivants qui sont une des seules possibilités de développement de la greffe dans les années à venir? Ça pose des vraies questions. Comment vont devenir nos toxicomanes, nos usagers qui vont vieillir quand ils vont devoir avoir accès à la greffe? Est-ce qu'ils vont être en priorité? En ce moment, il y a des refontes qui se sont faites sur les techniques et des conditions d'attribution des greffons. Je pense que c'est un vrai problème aujourd'hui d'inégalité en Europe et qu'il y a encore un travail énorme à faire. Les traitements. Alors, il y a une inégalité de traitement en Europe. Il suffit, et je ne vous parle pas, je viendrai après sur le problème de l'Afrique, mais de nos amis belges, par exemple, qui n'ont pas du tout le même accès aux thérapies combinées. Vous avez le droit à un traitement et après, il faut rentrer dans des protocoles. On est encore très privilégié en France sur les possibilités de retraiter les patients ou quand on faisait des traitements d'entretien. Aujourd'hui, il y a une énorme inégalité dans l'accès au traitement de l'hépatite C, mais il en est de même pour l'hépatite B avec les différentes stratégies moléculaires. Donc, on est loin d'avoir l'égalité en Europe. Enfin, les TROD, les tests rapides d'orientation diagnostique, qui sont un véritable progrès et qui ne sont pas un outil de dépistage. Alors, je vais juste vous montrer là l'intérêt du dépistage pour les anticorps, avec les avantages et les inconvénients. Bien sûr, le test sérologique habituel, c'est un ELISA de 3e génération, c'est automatisé, c'est bien réalisé, il y a des matériels, il y a des gens qui savent faire, etc. C'est la technique de référence, on est d'accord, mais il y a un temps d'attente, il y a le prélèvement qui pose des soucis. Or que dans les tests rapides d'orientation diagnostique, c'est facile, ça peut être stocké à température ambiante, on a des résultats qui sont immédiats et on a une absence de traçabilité, ça c'est un point négatif, une lecture qui peut être subjective, il y a la question de l'élimination et un coût qui reste encore élevé. Et pourtant, je reste convaincu qu'aujourd'hui, il y a une inégalité qui pourrait être combattue par l'accès à des tests rapides. Juste pour vous montrer le test sur lequel nous, on a travaillé avec les gens d'SOS Hépatite, sensibilité, spécificité 99,9, on pourrait dire que les tests rapides pourraient même être un test de diagnostic et de dépistage. Or, on n'en veut pas. Pourquoi on ne veut pas d'un test de diagnostic et de dépistage? Parce qu'en fait, le dépistage, il a des conditions réglementaires légales. C'est un acte médical. Je pense que ce dont on a besoin aujourd'hui en France, c'est de démédicaliser le dépistage. Et si on a des tests rapides d'orientation diagnostique, on l'a montré dans le VIH, on va pouvoir aller faire du screening et du dépistage sur les lieux de drague, sur des lieux de consommation, pouvoir être au plus proche de la population, c'est lutter contre l'inégalité. Dire on va de nouveau avoir des tests de diagnostic rapides, mais si on les reste en tests de dépistage dans des mains de médecins, on n'aura pas facilité l'accès au dépistage. Donc je refuse qu'on fasse
un combat pour dire que ça devienne des tests de dépistage et je veux que ça reste des tests rapides d'orientation diagnostique et qu'on le démédicalise dans les plus grandes possibilités pour aller au plus près des usagers, faire au plus simple, pour aller parler de leur comportement, de leur prise de risque, de leur consommation. Et là, on sera battu contre une inégalité. Je vous montre là ce qu'on avait fait dans l'étude Keops et qu'on avait publiée, où on avait montré qu'en fait, l'accès aux soins pour les usagers était aujourd'hui acquis et on pouvait avoir, si on avait une compliance correcte, des résultats, une éradication virale qui était tout à fait satisfaisante et on pouvait avoir des résultats meilleurs entre les usagers de drogue par rapport aux transfusés. Par contre, sur la droite, en jaune, vous avez en orange, vous avez les ex-usagers et en fait, c'est une population tout à fait particulière, ces gens qui se sont repentis, qui sont d'ex-toxicomanes et qui mériteraient de ne pas être considérés comme des transfusés dans les services des pathologies, mais comme des gens qui ont eu un parcours à un moment addictif et qui doivent avoir une prise en charge spécifique. Mais aujourd'hui, toutes les études ont montré que l'accès aux soins donnait les mêmes traitements, les mêmes résultats. Là, c'est juste un pied de nez que je veux vous faire. Vous avez entendu les hépatologues nous rabâcher « Attention, le cannabis fait fibroser les maladies hépatiques, donc il faudrait qu'ils arrêtent de boire, qu'ils arrêtent de fumer, qu'ils maigrissent avant de commencer un traitement. Peut-être même qu'ils seraient jeunes, beaux, avec un travail, une famille, ce serait bien. » Et puis, donc, le cannabis, on ne savait pas trop quoi leur en dire. Je voulais juste vous faire un pied de nez et vous montrer qu'on n'a pas de certitude en médecine et que là, on a des études qui nous montrent que quand les gens consomment du cannabis, c'est associé à une meilleure observance et à une meilleure réponse virologique soutenue. Et je trouve que c'est un joli pied de nez entre l'addictologie et le monde de l'hépato. Si on fait dans le fondamental, oui, le cannabis fait fibroser, et par contre, ça me donne une amélioration de l'observance et de l'éradication virale. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ça maintenant ? Qu'est-ce qu'on en fait ? On s'en cause entre les addictologues et les hépatologues, et puis peut-être qu'on peut causer aussi aux patients pour leur demander qu'est-ce qu'on fait de ça et de leur consommation. Peut-être qu'il va falloir demander à nos grands-mères transfusées de se mettre à fumer, ça ce serait rigolo. L'inégalité dans le monde, très rapidement, on a deux épidémies d'hépatite B. Quand on discute avec les collègues africains, on s'aperçoit qu'il y a la transmission verticale mère-enfant qui n'est absolument pas réglée. On ne peut pas entendre que dans des pays d'Afrique, on propose la vaccination 6 semaines après la naissance, les contaminations sont déjà faites. Donc c'est toute la question de l'accès à la vaccination, et ce sera un de mes 2 messages que je vais vous résumer à la fin. L'accès à la vaccination, il est fondamental à l'échelon de la planète. On l'a fait pour la variole, on a été capable d'éradiquer la variole, on doit être capable d'éradiquer l'hépatite B. Ce serait insupportable de guérir une population complètement de l'hépatite C et de continuer de se traîner la gamelle de l'hépatite B derrière nous. C'est juste inadmissible. Donc on a, nous, une épidémie de pays riches, qui est une transmission à l'âge adulte, sexuelle ou par usage de drogue. Et dans les pays pauvres, il y a une transmission de mère à l'enfant qui entretient la contamination, qui fait qu'il y a 2 épidémies à combattre. Et il est temps que l'OMS réfléchisse à des stratégies sur ces 2 épidémies. Le deuxième grand combat qu'on va essayer de mener, donc le premier, c'est la vaccination, le dépistage des femmes enceintes. Et je vous laisse imaginer dans mes rêves les plus fous ce qu'on pourrait faire avec des trottes pendant les grossesses. Imaginez, toutes les femmes pourraient avoir un test rapide d'orientation diagnostique au 3e trimestre et si elles sont porteuses de l'antigène HBS, on pourrait avoir un traitement précoce. Et pas de la sérovaccination. La sérovaccination, ça c'est pour les pays riches. Les sérums, ils se gardent dans les réfrigérateurs au moment de l'accouchement. Mais par contre, comme on le fait pour le VIH, donner un traitement préventif à la mère type baraclude pour éviter la contamination du bébé, on a le moyen aujourd'hui, techniquement, avec des TROD et avec des traitements courts en fin de grossesse, d'empêcher à ce que des enfants se contaminent en naissant en 2011. Toute naissance qui se contamine est inacceptable en 2011. L'OMS doit se saisir de ça. On a fait ça pour le VIH, on peut le faire pour l'hépatite B. Deuxième grand combat, l'accès aux seringues à usage unique pour tous. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je reviendrai sur l'accès au traitement à la fin. Vous avez là la présence des anticorps anti-hépatite C chez les usagers de drogue. Vous voyez que nous, on est les champions, on est à 73%. Je fais partie des centres qui osent dire, on vient de le refaire au mois de mai, je n'ai plus que 8% de mes toxicomanes sur une file active de plus de 800 qui sont virémiques de l'hépatite C. On a éradiqué l'hépatite C chez les autres toxicomanes. Il faut arrêter de dire c'est 70%. Coquelicot va encore le refaire dans des centres gros, dans des grosses équipes, dans des villes. Mais je pense que le toxicomane des champs et le toxicomane des villes ne sont pas les mêmes. Et nous, chez les toxicomanes des champs, on a aujourd'hui très peu d'hépatite C. On a réussi en partie cette bataille. Vous voyez qu'en Afrique, on n'a pas de données sur la prévalence des usagers de drogue et de leur hépatite C, mais il y a une épidémie de la poudre blanche dans le pays des Noirs, comme on disait pour faire rire. Mais je pense que demain, ils vont être en conflit avec aussi les virus de l'hépatite C, donc il est urgent de réfléchir avec eux, au-delà de l'hépatite B, sur ce qu'on va pouvoir faire pour limiter les contaminations. Alors les données de l'OMS, elles sont claires. Regardez ce qu'ils nous ont
publié les contaminations par injection réalisées par des soignants chaque année. Est-ce que vous trouvez admissible que parce qu'on n'a pas accès chez les soignants à des seringues à usage unique, chaque année, on contamine de l'hépatite B 8 à 16 millions de personnes. Chaque année, on contamine pour l'hépatite C 2,3 à 4,7 millions de personnes. Et pour le VIH, c'est de 80 à 160 000 personnes contaminées par des soins parce que l'on n'a pas accès à des seringues propres chez les soignants. Donc le deuxième message que je voudrais porter aujourd'hui, c'est notre combat international, il est simple. Qu'on soit usager de drogue dans un pays riche ou soignant dans un pays pauvre, on doit tous avoir accès à des seringues à usage unique et à des seringues propres. Il n'est plus acceptable d'avoir ces contaminations. Les toxicomanes dans les pays africains ou dans les pays en voie de développement, ça va être aussi la question des salles de consommation. Là aussi, il y a une inégalité. Qu'est-ce qui fait qu'à Vancouver, on a des salles d'injection et qu'on n'en a toujours pas en France? Oui, il y a des problèmes politiques. Qu'est-ce qu'on a compris de nos prises en charge? Qu'est-ce qu'on critique et comment on veut le faire évoluer demain? Et quel modèle on veut donner? L'accès au traitement, c'est un fonds mondial qui est inexistant, je vous l'ai dit en introduction. Je vais vous prendre un exemple criant de scandale et d'inadmissibilité. La lamivudine est un traitement qui marche dans le VIH de longue date, on le sait, et qui prévient les transmissions mère-enfant, et on a fait des programmes avec ça. Ça s'appelle l'épivir, c'est utilisé à 150 mg matin et soir. On a découvert par hasard que ça marchait sur l'hépatite B, et qu'à 100 mg par jour, une dose 3 fois moindre, on pouvait contrôler l'hépatite B. Eh bien, dans des pays comme l'Algérie, ou dans d'autres pays africains, le Fonds mondial vient mettre à disposition des sommes colossales et des traitements pour le VIH, mais il n'y a aucun traitement du Fonds mondial pour l'hépatite B. Vous restez avec votre hépatite B, sauf si vous êtes contaminé par le VIH. Alors là, vous êtes co-infecté, vous avez une chance d'accéder aux molécules. Les pays ont peur que le Fonds mondial leur reproche de détourner les moyens, l'argent ou les traitements, et ils rendent l'argent ou ils rendent les traitements, or qu'ils ont des malades qui meurent d'hépatite B. C'est juste inadmissible. Aujourd'hui, on a des traitements qui ne coûtent pas cher, qui pourraient même être génériqués, osons le dire. On a génériqué dans le VIH, pourquoi on ne génériquerait pas aussi dans l'hépatite B? Mais le Fonds mondial doit faire quelque chose et doit se prononcer demain pour pouvoir traiter les patients de façon plus large. L'inégalité, pour conclure, c'est une nécessité de s'évaluer pour se comparer. C'est une étape, c'est des progrès, et ça nécessite bien sûr des priorisations. Donc effectivement, aujourd'hui, moi, je n'ai pas envie d'une égalité. J'ai envie, au contraire, qu'on ait des chiffres, qu'on ait des données. J'ai envie de pouvoir constater nos inégalités avec les collègues d'Afrique. J'ai envie de pouvoir constater qu'il y a encore des inégalités entre l'Exapa et les patients qui sont à l'extérieur dans les services d'hépato et qu'on réfléchisse à comment on va pouvoir travailler ensemble. Mais la première étape, c'est de prendre conscience de nos inégalités. Donc l'inégalité pour tous, c'est plus qu'un défi, c'est un devoir. Merci.